Très bien. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je vous dis صحة عيدكم. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. Donc, maintenant, nous allons voir ensemble, euh, nous allons voir ensemble les hyperthyroïdies. Donc, vous comprenez que les dysthyroïdies, ce sont des endocrinopathies assez fréquentes en pratique courante. Et donc, nous allons voir les hyperthyroïdies. Vous avez dû remarquer qu'on a mis les hyperthyroïdies et non pas l'hyperthyroïdie au singulier. Tout ça parce que il y a plusieurs étiologies et plusieurs types. Nous allons voir comment poser le diagnostic positif, le diagnostic étiologique et comment traiter une hyperthyroïdie ou les hyperthyroïdies en fonction de l'étiologie. Et donc, nos objectifs sont de savoir faire ou poser le diagnostic d'une hyperthyroïdie, savoir interpréter le dosage thyroïdien, le bilan thyroïdien, reconnaître les formes graves, c'est important. Pourquoi? Parce que ça conditionne le traitement. Ensuite, reconnaître les différentes étiologies, argumenter et l'attitude thérapeutique et bien sûr planifier le suivi de la patiente. Je dirais la patiente parce que c'est l'hyperthyroïdie ou les dysthyroïdies sont plus fréquentes chez la femme. Donc, nous allons voir notre cours suivant le plan qui est sous forme de définition, généralité. On va voir les effets biologiques des hormones thyroïdiennes, leur régulation, le mécanisme physiopathologique des dysthyroïdies, quelles sont les manifestations cliniques, comment poser le diagnostic positif, parce qu'il y a plusieurs positifs étiologiques, reconnaître donc les complications de l'hyperthyroïdie. Ensuite, nous allons voir le diagnostic étiologique et enfin, ça sera la prise en charge et la planification de la prise en charge. En guise d'introduction et de définition, l'hyperthyroïdie désigne un hyperfonctionnement de la glande thyroïde qui augmente la production des hormones thyroïdiennes, dont la conséquence est une thyrotoxicose. Bien, on parle d'un syndrome de thyrotoxicose. Et donc, cet excès d'hormones thyroïdiennes sera responsable de manifestations clinico-biologiques, non seulement cliniques, mais des manifestations clinico-biologiques multiples qui ne sont pas spécifiques donc à la thyroïde, appelées le syndrome de thyrotoxicose. Il faut savoir que ce syndrome est commun pratiquement à toutes les formes étiologiques des hyperthyroïdies. L'hyperthyroïdie est une pathologie fréquente. Elle touche essentiellement la femme, comme je l'ai annoncé au début. Maintenant, avant de voir la clinique, les étiologies, un petit rappel, donc pour vous rafraîchir la mémoire, donc un petit rappel sur les effets biologiques et métaboliques des hormones thyroïdiennes. Il faut savoir que la thyroïde est une glande endocrine qui sécrète des hormones ubiquitaires. Qu'est-ce que ça veut dire ubiquitaire? Ça veut dire que c'est des hormones qui ont des récepteurs partout au niveau des différents organes de notre corps et donc ils vont intervenir dans de multiples métabolismes, mécanismes, etc. Donc ces hormones ont des effets multiples par le biais de la liaison de la fraction T3, parce que c'est la T3 qui est active, d'accord? Donc, par la liaison de la T3 à son récepteur nucléaire, donc au niveau de tous les tissus de l'organisme. Et leur action, c'est elles ont un effet hypermétabolisant, un effet calorigénèse. Donc, par conséquent, nous aurons une augmentation du métabolisme général de l'organisme, d'accord? Donc, tout notre corps va travailler en hypermétabolisme. Ça intervient dans le métabolisme, donc la stimulation de la néoglucogénèse. Vous allez voir que les hormones thyroïdiennes vont augmenter, donnent des hyperglycémies. Augmentation de la lipolyse, augmente le remodelage osseux,
Donc, vous allez voir qu'on va avoir des ostéoporoses, etc. Augmentation du travail cardiaque, ça donne ce qu'on appelle l'érythmisme cardiaque. Ça se traduit par une tachycardie, un débit élevé, etc. Augmentation de l'excitabilité neuromusculaire. D'accord? Donc, accélération du transit intestinal. Souvent, devant des diarrhées chroniques, il faut penser à une hyperthyroïdie et faire un bilan thyroïdien. Et bien d'autres effets biologiques. Et donc, en fonction, à partir de ces effets biologiques, va découler la symptomatologie de l'hyperthyroïdie. Comment sont régulées ces hormones? Comment est régulée la sécrétion des hormones thyroïdiennes? Eh bien, vous connaissez le principe du rétrocontrôle ou le feedback négatif. Ça veut dire que toute élévation d'hormones thyroïdiennes, d'accord, va diminuer ou freiner la sécrétion de la TSH et de la TRH. Et au contraire, toute baisse ou tout déficit en hormones thyroïdiennes va au contraire augmenter la sécrétion de la TSH et la TRH, ce phénomène de feedback va nous orienter quand on fera notre bilan biologique sur l'origine ou le siège du dysfonction thyroïdienne. Soit c'est une atteinte centrale, soit c'est une atteinte périphérique. Donc, vous allez voir tout à l'heure le bilan hormonal. Et donc, si vous êtes devant une patiente, par exemple, que vous recevez en consultation, vous suspectez une dysthyroïdie, que ce soit une hyper, que ce soit une hypo, le premier bilan à demander, le premier analyse à réaliser, c'est il faut faire le dosage de la TSH. Et à partir de là, vous avez 3 cas de figure. Soit nous sommes devant une TSH basse, ça veut dire c'est une hyperthyroïdie. D'accord? Soit c'est une TSH qui est normale, pas de dysthyroïdie, soit on est devant une TSH élevée, et là, ce n'est pas le cas de notre cours, c'est l'hypothyroïdie que vous avez déjà traité avec d'autres enseignants. Et nous allons se focaliser sur l'hyperthyroïdie devant une TSH basse. Parce qu'il faut savoir que devant une dysthyroïdie, le premier bilan à demander, c'est la TSH. Parce que la TSH, c'est pour confirmer le diagnostic. Les fractions, c'est plutôt pour voir l'importance, si vous voulez quantifier l'importance de cette dysthyroïdie. Donc, TSH basse, on va demander les fractions FT4. Si on est devant une FT4 normale, ça veut dire c'est une hyperthyroïdie infraclinique. On est devant une hyperthyroïdie, mais elle ne s'est pas encore exprimée sur le plan clinique et de manifestation. Si on est devant une TSH basse avec une FT4 élevée, c'est le cas classique de l'hyperthyroïdie. Donc là, on est devant une hyperthyroïdie patente. Par contre, si on est devant une TSH basse et FT4 basse, à ce moment-là, il faut penser à une insuffisance thyréotrope, il faut penser à un syndrome de BAS-T3 ou BAS-T4. Donc, devant une suspicion de dysthyroïdie, il faut demander en première intention la TSH. Et bien maintenant, nous allons voir quelles sont les causes ou quels sont les mécanismes responsables de cette hyperthyroïdie, de cette hypersécrétion en hormones thyroïdiennes, qui donne, sur le plan clinique biologique, la thyrotoxicose, qui est un ensemble de manifestations liées à l'excès d'hormones thyroïdiennes. Donc, on a soit un excès de sécrétion d'hormones thyroïdiennes. Par exemple, vous avez un nodule thyroïdien qui devient autonome, hypersécrétant, donc c'est une hypersécrétion. Soit nous sommes devant un autre mécanisme, c'est un excès de libération d'hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire les hormones sont là par un phénomène de lyse cellulaire, par un phénomène inflammatoire, un phénomène auto-immun. Il y a une destruction des cellules thyroïdiennes, des thyrocytes, et donc libération accrue en hormones thyroïdiennes. Ou bien, nous avons un autre mécanisme
qui est plus rare, c'est une prise exogène d'hormones thyroïdiennes. C'est ce qu'on appelle la thyrotoxicose factice. On va voir l'aspect de ce cas de figure. Et puis, nous avons des cas qui sont plus rares, des mécanismes qui sont plus rares. Par exemple, dans le cadre d'une atteinte centrale, nous avons les adénomes hypophysaires, nous avons les maladies infiltratives, etc., hypophysaires, ou dans le cadre de syndromes rares. Mais il faut retenir que les deux premiers mécanismes sont les plus fréquents en pratique. Maintenant, nous allons voir quel est le tableau clinique, quelles sont les manifestations cliniques. Il faut savoir que pour le syndrome de thyrotoxicose, que ce soit pour l'hyperthyroïdie, que ce soit pour l'hypothyroïdie, les manifestations cliniques ne sont pas spécifiques. Ça de 1. Et de 2, les manifestations sont multiples. C'est pour cela qu'on appelle la thyroïde la grande simulatrice. Ça veut dire elle simule n'importe quelle affection, n'importe quelle spécialité. Et donc, que vous soyez en cardiologie, que vous soyez en psychiatrie, que vous soyez en gastro, que vous soyez en médecine interne, que vous soyez en endocrino, pensez à la thyroïde, examinez la thyroïde, quelles que soient les manifestations. Donc, le syndrome de thyrotoxicose, on l'avait dit, est lié à l'excès de sécrétion d'hormones thyroïdiennes. Ça de 1. Deuxième point, c'est qu'il est commun à toutes les étiologies qu'on va voir ensemble. Ensuite, les manifestations, c'est ce que je viens de vous dire, sont non spécifiques multiples, ce qui vaut le titre de grande simulatrice à la thyroïde. Leur intensité dépend du degré de la thyrotoxicose, de sa durée et du terrain. Donc, plus on tarde à porter le diagnostic, donc le tableau va s'enrichir, les signes sont intenses, les complications s'installent, etc. Et puis, nous avons les terrains, les extrêmes, le sujet âgé, l'enfant, la femme enceinte, etc. Les terrains fragiles, donc l'intensité est plus importante. Nous allons commencer tout d'abord par les signes généraux qui doivent attirer l'attention. Un des signes importants, c'est l'hypersudation. Et cette hypersudation caractéristique surtout au niveau des mains. Quand vous serrez la main de votre patient ou de votre patient, vous allez trouver une main chaude, une main moite, d'accord? Donc, la main de l'hyperthyroïdien est très riche. En plus de cette hypersudation, vous allez voir tout à l'heure qu'il y a un tremblement. Donc, la main de l'hyperthyroïdien suffit déjà à fortement évoquer le diagnostic. Vous avez la polydipsie, parfois la polyurie, d'accord? Donc, la polyurie est inconstante, elle est secondaire à cette polydipsie, à l'augmentation de la chaleur, etc. Nous avons la notion de l'hyperthermie, de thermophilie. Ensuite, les hormones thyroïdiennes agissent au niveau du métabolisme hépatique, etc. Donc, ça peut entraîner un prurite. Donc, les hormones thyroïdiennes augmentent le catabolisme, la lipolyse, etc. Vous pouvez avoir un amaigrissement important, un amaigrissement rapide, mais qui contraste avec une polyphagie. D'accord? Donc, vous allez remarquer un amaigrissement malgré la conservation de l'appétit ou au contraire, augmentation, c'est la polyphagie. Mais rarement, nous avons une prise de poids qui est paradoxale parce que la polyphagie va dépasser l'hypercatabolisme et là, vous pouvez avoir un poids qui est tout à fait normal ou au contraire, une prise de poids. Là, c'était les signes généraux. Sur le plan cardiovasculaire, vous avez vu tout à l'heure que les hormones thyroïdiennes intervenaient au niveau du système cardiovasculaire, augmentation du débit, etc. Et donc, ça va se traduire par une tachycardie sinusale de repos qui est exagérée à l'effort. Par exemple, vous êtes aux urgences, vous êtes de garde, vous recevez une jeune dame pour des palpitations. Et donc, vous savez, les palpitations, c'est le signe fonctionnel. Vous examinez, vous allez trouver une tachycardie, vous faites un électrocardiogramme, vous allez déterminer donc la tachycardie sinusale ou parfois chez les sujets âgés, ça peut être
une arythmie complète par fibrillation auriculaire. Et donc, le premier signe, c'est la tachycardie, qui va se traduire cliniquement par des palpitations. Parfois, nous avons une dyspnée d'effort et on peut avoir les signes d'éréthisme cardiaque avec un choc de pointe et frémissement. Donc, à la palpation avec les bruits du cœur qui sont claqués. Une hypertension artérielle systolique n'est pas rare. Donc, ce sont là des manifestations cardiovasculaires. Ce ne sont pas les complications cardiovasculaires, mais c'est les manifestations cardiovasculaires. Nous verrons tout à l'heure quelles sont les complications. Donc, le deuxième signe, parmi les signes cardinaux, vous avez l'accélération du transit. Vous savez, quand vous avez fait votre module de sémiologie, on a fait l'hyperthyroïdie, vous avez les signes cardinaux, la tachycardie, l'amaigrissement, vous avez l'accélération du transit. Donc là, ce sont les signes cardinaux. Accélération du transit, toute diarrhée motrice doit faire donc un bilan thyroïdien. Les autres signes, donc vous avez les signes neuropsychiques qui vont se manifester par un tremblement permanent des extrémités. Je vous ai dit tout à l'heure que la main de l'hyperthyroïdien est très riche, elle est moite, elle est chaude et également elle est tremblante. Il y a un tremblement fin des extrémités. Parfois, le tremblement est discret. Qu'est-ce que vous faites? Il faut demander à la patiente d'étendre ses mains. Et donc, vous regardez les mains, parfois le tremblement est discret. Vous mettez un papier ou une feuille sur les doigts de votre patiente ou sur les mains de votre patiente et vous allez mieux détecter le tremblement. C'est ce qu'on appelle le signe du serment. D'autres manifestations des troubles du comportement à type d'agitation permanente, des troubles de l'humeur. Souvent, c'est une personne qui était calme, une personne sans problème, mais qui se retrouve du jour au lendemain avec des troubles du comportement, de l'humeur, qui a des problèmes avec tout le monde, sa famille, une irritabilité, une insomnie, etc. Donc, ces manifestations, ces troubles de l'humeur, on doit rechercher un trouble thyroïdien. Ensuite, vous avez les insomnies. Et chez l'enfant, parce que la dysthyroïdie peut toucher l'adulte, l'enfant, le sujet âgé, tous les âges. Et donc, chez l'enfant, il faut faire attention et penser à la thyroïde quand vous avez un retard scolaire, quand vous avez des difficultés, un comportement alimentaire. Ça ne vous coûte rien. Faites un bilan thyroïdien. Peut-être c'est une dysthyroïdie. D'accord? Essentiellement une hyperthyroïdie. Puis nous avons d'autres manifestations, les signes par atteinte de l'appareil locomoteur. Il y a une lipolyse, etc. Donc vous avez une faiblesse musculaire avec atrophie des muscles des ceintures. C'est ce qu'on appelle à l'examen le signe du tabouret. C'est quoi ce signe du tabouret? C'est vous demander à votre patiente de s'accroupir et de se relever sans appui. Vous allez voir que la patiente ne pourra pas se relever sans appui. Ceci est dû à un déficit musculaire des ceintures, d'accord, par amyotrophie. Nous avons vu tout à l'heure que les hormones thyroïdiennes agissaient sur le métabolisme phosphocalcique, etc. Et donc, avec l'hyperthyroïdie, en augmentant le turnover osseux, va entraîner l'ostéoporose avec parfois des fractures pathologiques, etc. On a rarement des signes d'hypogonadisme. Chez l'homme, se manifeste par une impuissance ou une gynécomastie. Chez la femme, une aménorrhée, des troubles du cycle, etc. Maintenant, nous avons vu le syndrome de thyrotoxicose qui est commun à toutes les hyperthyroïdies. Ce syndrome de thyrotoxicose est clinico-biologique. Nous avons vu sur le plan clinique les symptômes qui ne sont pas spécifiques. Je le répète, ils ne sont pas spécifiques. Et comme il y a des symptômes non spécifiques, il y a des signes biologiques d'orientation. Ils ne sont pas spécifiques également, mais ils peuvent attirer notre attention à une hyperthyroïdie. Donc, les signes biologiques non spécifiques, ils ne sont pas constants,
et ils sont liés au retentissement de la thyrotoxicose. Nous commençons par la formulinumération sanguine. Vous pouvez avoir une leuconeutropénie, elle est habituelle et qui ne doit pas contre-indiquer un traitement par les antithyroïdiens de synthèse. Nous allons y revenir tout à l'heure quand on parlera du traitement, parce que parmi le bilan de surveillance, c'est justement cette formulinumération sanguine. Également, le bilan hépatique, l'hyperthyroïdie peut entraîner un syndrome de cytolyse ou un syndrome de cholestase anictérique. Donc, nous allons avoir des transaminases élevées, phosphatase alcaline, gamma-GT élevé, etc. Et un bilan métabolique. Tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai dit que les hormones thyroïdiennes pouvaient donner une hyperglycémie, elles peuvent donner une hypocholestérolémie, une hypercalcémie avec une hypercalciurie et également intervenir sur le bilan osseux avec l'augmentation des phosphatases alcalines. Donc, vous voyez là que ce sont des perturbations métaboliques et biologiques qui ne sont pas spécifiques, mais doivent vous faire évoquer une dysthyroïdie, l'hyperthyroïdie. D'accord? Donc, vous avez vu le syndrome de thyrotoxicose sur le plan clinique, sur le plan biologique, des signes d'orientation, mais pour confirmer votre diagnostic d'hyperthyroïdie, nous avons dit tout à l'heure, il faut faire un bilan hormonal, le bilan thyroïdien, qui est fait à base de TSH et les fractions FT4, FT3, mais comment hiérarchiser ce bilan? Est-ce qu'on le demande systématiquement? On demande tout le bilan, on le demande étape par étape, etc. Il faut savoir que pour poser le diagnostic, il faut demander une TSH. D'accord? La TSH est demandée en première intention. Ensuite, les fractions seront demandées pour justement authentifier cette hyperthyroïdie. La TSH, si on a une TSH qui est normale, donc ce n'est pas une dysthyroïdie, surtout si on n'a pas les symptômes cliniques, etc. Par contre, si on est devant une TSH basse, on va compléter par les fractions. Et la fraction à demander, les réserves, c'est la FT4. Et la fraction qui est active, c'est la FT3. Donc, on va demander une FT4. Si la FT4 est élevée, donc c'est le cas classique, ça ne pose pas de problème, on est devant une hyperthyroïdie clinique. Par contre, si on est devant une FT4 qui est tout à fait normale, nous allons demander la fraction T3. Si elle est élevée, on est devant l'hyperthyroïdie chronique. Si elle est normale, on peut parler d'une hyperthyroïdie infraclinique. Ensuite, vous avez posé le diagnostic de votre hyperthyroïdie à base de TSH basse et une FT4 ou FT3 élevée. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'on est devant une hyperthyroïdie centrale ou bien on est devant une hyperthyroïdie périphérique. Périphérique, ça veut dire par atteinte de la thyroïde elle-même. C'est la situation la plus fréquente. Ou bien nous sommes devant une centrale par atteinte hypothalamo-hypophysaire. Là, c'est une situation, heureusement, plus rare. Donc, la périphérique par atteinte thyroïdienne, nous aurons une TSH basse et les fractions FT3, FT4 élevées. Donc, ça se comprend. Dans la cause centrale, nous avons une FT3, FT4 élevée parce qu'on est dans l'hyperthyroïdie. Il faut qu'elle soit élevée. Par contre, nous avons une TSH normale, donc anormalement normale si vous voulez, normale ou élevée. À ce moment-là, nous allons rechercher les étiologies de l'hyperthyroïdie justement centrale. Avant de voir quelles sont les étiologies des hyperthyroïdies, nous allons voir quelles sont les complications. Pourquoi il est important de poser le diagnostic tôt et de prendre en charge les patientes tôt? Parce que les hyperthyroïdies, les dysthyroïdies sont pourvoyeuses de complications et la complication redoutable, c'est l'atteinte cardiaque. C'est ce qu'on appelle la cardiothyréose. Vous savez, la cardiothyréose, c'est une complication. La tachycardie, l'hypertension, etc., ce ne sont pas des complications, mais ce sont des manifestations cliniques de l'hyperthyroïdie ou de l'érythmisme cardiaque. Revenons à la cardiothyréose.
Par exemple, c'est une complication cardiovasculaire due à la thyrotoxicose qui a des caractéristiques à retenir. Donc, cette cardiothyréose peut survenir à tout moment de la thyrotoxicose. Parfois, elle est révélatrice. Quand la patiente est déjà suivie et vous avez un problème cardiaque, ça vous facilite la tâche. Mais si c'est une forme révélatrice, là, il faut penser à une hyperthyroïdie devant les caractéristiques qu'on va voir par la suite. Ensuite, quelle que soit l'intensité de l'hyperthyroïdie, on peut avoir une cardiothyréose. On n'attend pas d'avoir le tableau caractéristique ou caricatural pour penser à une cardiothyréose, quelle que soit l'étiologie, qu'on soit devant des goitres, qu'on soit devant les thyroïdites ou autres étiologies, elle peut se compliquer de cardiothyréose. Et surtout, cette cardiothyréose est plus fréquente sur des terrains fragiles tels que le sujet âgé. Déjà, le sujet âgé est susceptible à faire des décompensations, des coronaropathies, etc. Et puis, si on a une cardiopathie préexistante, donc c'est un cœur déjà fragile et cet excès d'hormones thyroïdiennes ne font qu'aggraver cette fragilité. Donc, un point important, un message important, l'électrocardiogramme doit être systématique devant toute thyrotoxicose, même s'il n'y a pas de manifestation cardiaque. Et donc, cette cardiothyréose va se traduire par des troubles du rythme supraventriculaire, tels que la fibrillation atriale. Par exemple, vous êtes aux urgences, vous recevez un patient avec des troubles du rythme à type d'ACFA, et dans le bilan thérapeutique ou dans le bilan d'exploration, la TSH est incontournable dans le bilan. Ensuite, on peut avoir une insuffisance cardiaque, mais pas n'importe quelle insuffisance cardiaque. C'est une insuffisance cardiaque à ce qu'on appelle à débit élevé, d'accord? Parce que normalement, l'insuffisance cardiaque, par définition, c'est un bas débit. Par contre, il y a 5 situations et parmi ces 5 situations, je vous laisse le soin de rechercher les autres 4, les 4 autres situations. Quelles sont ces situations? L'une de ces situations, c'est l'hyperthyroïdie. Elle est responsable d'une insuffisance cardiaque à débit élevé et à prédominance droite. Par exemple, vous êtes au pavillon des urgences, vous recevez une première décompensation cardiaque. Devant toute décompensation cardiaque droite, il faut penser à une hyperthyroïdie. Bien sûr, il faut éliminer les urgences telles que l'embolie pulmonaire, etc. Ensuite, penser à l'hyperthyroïdie. Souvent, il y a un trouble du rythme, d'une fibrillation auriculaire. Et puis, il faut savoir que cette insuffisance cardiaque, en l'absence de traitement d'antithyroïdien de synthèse, de traitement de la thyrotoxicose, elle ne va pas répondre. D'accord? Elle ne va pas répondre. Donc, il faut poser le diagnostic, mettre les antithyroïdiens de synthèse en plus du traitement spécifique de toute insuffisance cardiaque. Vous pouvez avoir également des insuffisances coronariennes chez les patients donc présentant déjà une insuffisance, une coronaropathie sous-jacente. Pourquoi? Parce que l'hyperthyroïdie augmente la consommation myocardique en oxygène, c'est l'équivalent d'une épreuve d'effort et donc elle peut démasquer une insuffisance coronarienne sous-jacente. La deuxième complication, c'est la crise aiguë thyrotoxique. C'est une complication majeure, elle peut être fatale, mais actuellement, heureusement, elle est exceptionnelle. Pourquoi elle est exceptionnelle? Parce qu'on a compris le risque d'opérer un patient en hyperthyroïdie. Et maintenant, aucun réanimateur ne prendra un patient avec un bilan thyroïdien, qu'il soit en hyperthyroïdie, qu'il soit en hypothyroïdie, ne prendra un hyperthyroïdien pour l'intervention. Donc, avant d'envoyer, d'adresser votre patiente à la chirurgie, lorsqu'il y a indication, il faut toujours s'assurer que le bilan est correct, qu'elle est en euthyroïdie. Donc, c'est pour cela qu'elle est devenue exceptionnelle, heureusement. Donc, c'est un état d'hyperthyroïdie aiguë
où toutes les manifestations de la thyrotoxicose sont exagérées, avec une fièvre, une tachycardie extrême, un état d'agitation, des vomissements incoercibles, une diarrhée profuse, tout ça responsable d'une déshydratation extrême. Nous aurons des signes neuropsychiques qui peuvent être parfois au premier plan, et donc le patient peut atterrir en psychiatrie, en neuro, etc. Donc avec un syndrome confusionnel, puis progressivement, on peut aller jusqu'à l'altération de la conscience, voire même un coma. Et si le diagnostic n'est pas fait à temps, ça peut aboutir, donc ça peut être fatal. D'accord? Ensuite, la troisième complication, c'est l'ostéoporose. On avait vu l'impact ou l'effet des hormones thyroïdiennes sur le métabolisme osseux, et donc nous pouvons avoir de l'ostéoporose, surtout chez les femmes ménopausées. Maintenant, nous allons voir, vous avez suspecté une hyperthyroïdie chez votre patiente sur les signes cliniques et biologiques. Vous avez recherché des signes de gravité, d'accord? Ensuite, vous avez apprécié les signes de gravité. Maintenant, vous allez rechercher l'étiologie. Bien sûr, tout cela se fait en même temps, en parallèle. Donc, l'étiologie va conditionner la prise en charge et le traitement. Vous le voyez bien, je vous ai résumé un petit peu les différents mécanismes. Je vous ai résumé les différentes étiologies. Regardez, on a les maladies auto-immunes sont l'étiologie la plus fréquente. D'accord? Les maladies auto-immunes sont les plus fréquentes. Ensuite, par exemple, la maladie de Basedow, la maladie d'Hashimoto. Ensuite, nous avons les nodules et les goitres multinodulaires. D'accord? Nous avons les thyroïdites, on avait dit libération d'hormones thyroïdiennes, etc. Donc, par thyroïdite auto-immune ou non auto-immune. Nous avons les causes iatrogènes, les causes factices, les prises de médicaments qui sont riches en iode et peuvent entraîner une dysthyroïdie. Et puis, nous avons une entité qui est devenue de plus en plus fréquente en pratique courante, c'est la dysthyroïdie chez la femme enceinte. C'est ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie gestationnelle. C'est comme le diabète gestationnel qui se déclare au cours de la grossesse et nous avons les thyroïdites du postpartum, souvent passées inaperçues. Ensuite, nous avons des causes des causes plus rares. C'est, je vous ai dit tout à l'heure, c'est les syndromes rares, c'est l'atteinte centrale. Nous allons voir quelques étiologies qui sont fréquentes. L'une des étiologies la plus fréquente, c'est regarder cette photo. Si vous mémorisez cette photo, vous pouvez poser le diagnostic de maladie de Basedow ou l'hyperthyroïdie, même avant d'examiner la patiente, même avant une confirmation biologique. Donc, la première cause ou la première étiologie, c'est la maladie de Basedow. C'est quoi? Elle survient volontiers au décours d'un choc émotionnel ou un épisode de la vie génitale, au décours d'une grossesse, la ménopause, la puberté, etc. C'est une maladie auto-immune qui est due à des anticorps qui vont stimuler le récepteur de la TSH et puis elle survient surtout sur un terrain génétiquement prédisposé. Soit on a des antécédents familiaux de maladies auto-immunes, soit on a un antécédent personnel de maladies auto-immunes, de diabète, de maladies cœliaques, etc. Donc, pour vous dire, quand vous avez une maladie auto-immune, il faut toujours rechercher les autres maladies auto-immunes ou les autres endocrinopathies auto-immunes. D'accord? Ces anticorps, on les appelle les TRAC, ils forment des complexes humains et donc ils vont infiltrer les muscles et ils seront responsables d'orbitopathie dysthyroïdienne. Vous le voyez bien, cette exophthalmie, ce regard tragique et fixe, donc caractéristique de la maladie de Basedow, donc des orbitopathies. Ensuite, ils peuvent stimuler les récepteurs de la TSH, donc entraînant, ils ont un effet TSH-like, entraînant une hyperproduction d'hormones
c'est l'hyperthyroïdie. Et vous savez bien que la TSH augmente la trophicité de la thyroïde et donc ils seront responsables de goitre. D'accord? Donc la production des TRAC peut être associée à la production d'autres auto-anticorps parce que c'est le contexte, c'est le terrain prédisposant. Il faut toujours rechercher une maladie de Biermer, rechercher un diabète de type 1, une maladie cœliaque, une myasthénie et autres maladies auto-immunes. Donc, cette maladie de Basedow est caractérisée sur le plan clinique par les signes de thyrotoxicose. Rappelez-vous, on les a déjà vus, quels sont les signes de thyrotoxicose. C'est le syndrome de thyrotoxicose commun, associé à 3 signes importants à retenir. Le premier, c'est le goitre, et pas n'importe quel goitre. Il est d'apparition récente, il est diffus, il est ferme, il est indolore, il est vasculaire, il est symétrique, il n'y a pas de signe de compression, il n'y a pas d'adénopathie satellite, très important. Les caractéristiques du goitre. À côté de ce goitre, vous avez ce que vous voyez ici, ce placard rougeâtre, on dirait en peau d'orange, et qui siège au niveau des extrémités. C'est ce qu'on appelle le myxœdème prétibial. Et c'est le même phénomène ou même mécanisme, c'est par dépôt de complexe humain. Il est exceptionnel, d'accord? Il est de même nature que l'orbitopathie. Il est spécifique de la maladie de Basedow et il se manifeste par un placard rouge surélevé. Il est induré, vous le voyez bien, en peau d'orange, de la face antérieure, des jambes et parfois des chevilles. Donc, maladie de Basedow égale syndrome de thyrotoxicose, plus goitre, plus dermopathie et surtout une orbitopathie basedovienne. C'est surtout l'exophthalmie qui est caractéristique. Elle est spécifique de la maladie, mais elle peut manquer dans le tableau clinique. Ça n'élimine pas le diagnostic. Nous aurons la rétraction palpébrale et la synergie. Vous pouvez avoir une hyperémie conjonctivale avec larmoiement et picotement, une photophobie et surtout l'exophthalmie qui est une protrusion des globes oculaires de façon bilatérale, mais souvent asymétrique, qui est réductible dans les formes compliquées. Et cette exophthalmie, elle est mise en évidence cliniquement par la mesure, par l'exophthalmomètre. Parfois, on peut compléter pour éliminer les tumeurs, etc., par une TDM, voire une IRM orbitaire. Si le traitement n'est pas mis en route rapidement, ça peut se compliquer par un œdème des paupières, de l'inflammation, une baisse de l'acuité visuelle et peut aller jusqu'à la cécité, engageant le pronostic. Donc, nécessitant un travail. Quelques images de l'exophthalmie. Vous avez un exophthalmomètre